La deuxième table ronde sur l'impact de ce protocole d'objectifs sur notre économie. Je vais demander à nos invités de cette deuxième partie de nous rejoindre, de prendre place dans les canapés afin de pouvoir continuer à échanger sur les effets concrets de ces mesures, de cette péréquation sur notre économie à partir du 1er janvier 2025. On va voir un petit peu les perspectives qui nous attendent. Vous le voyez, un plateau de choix pour en parler ensemble. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci à vous, messieurs, de prendre place. Alors, ma première question sera pour vous, monsieur Parfait. C'est l'une, évidemment, des étapes fondamentales de ce protocole d'objectifs. Comment le secteur de la distribution prévoit de mettre en place cette baisse de 20% à partir, on l'espérait, du 1er janvier 2025. On a bien compris que le calendrier risque d'être un petit peu perturbé. Bonjour à tous. Ce calendrier, effectivement, prévoit un engagement de la part des différents partenaires, à savoir la région, l'État et nous-mêmes, la grande distribution, de faire une baisse des prix au minimum de 20% au 1er janvier. Je dois vous dire en toute honnêteté que je suis très pessimiste. Il est évident pour nous à l'heure actuelle que ce n'est pas possible pour plusieurs raisons, ne serait-ce que le changement de gouvernement en France ou l'absence de gouvernement en France, et qui fait que nous ne pouvons pas donner de réponse claire et nette. Nous avons d'ailleurs tenu avec la région, à leur invitation, une réunion pas plus tard que hier après-midi pour essayer d'analyser la situation et voir quelles sont les possibilités qui nous restent. Je vous rappelle que les 20%, c'est une moyenne. Parce que nous avons des variations de prix beaucoup plus importantes, certaines moindres et d'autres beaucoup plus importantes. Sur les produits, plus le produit est de première nécessité, donc moins il coûte cher, et plus le différentiel de prix est important. Je ne sais pas si vous connaissez tous le mécanisme. J'ai entendu madame tout à l'heure parler d'histoire d'octroi de mer. C'est vrai, nous ne partageons pas totalement, et c'est vrai que parfois, nous nous retrouvions en difficulté entre notre communication et la communication des politiques, ou même de certains industriels. Le problème de la vie chère, nous en discutons depuis 2009. Et il y a 3 ou 4 ans, nous avons repris ce problème à la grande distribution en voyant très bien qu'il y avait une problématique qui apparaissait. L'inflation faisait que nous avions des augmentations de prix conséquentes. On vous a parlé de l'huile. L'huile a doublé au moment de la guerre en 2022. L'huile a doublé. Et les consommateurs, ça c'est un produit de première nécessité. Nous sentions que la population s'énervait. Et nous avons voulu aborder le sujet. Alexandre, excuse-moi de te répondre. Tout le monde passait le temps à nous répondre, ouais, c'est pas l'octroi de mer, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est vous autres qui avez des marges trop importantes. Nous contestons cette histoire de marge et nous pensons que nous avons été les boucs émissaires. Et nous sommes toujours les boucs émissaires, malheureusement. Dans cette histoire d'application de la loi à compter du 1er janvier, pourquoi ne pouvons-nous pas faire les 20%? La décomposition du prix, et là, Alexandre a raison, l'octroi de mer sur
un certain nombre de produits qui sont dans la liste ne représentent que 3 à 4%. La TVA, à peu près 3%. Le gros poste, c'est toute la logistique depuis le point de départ de l'usine jusqu'à rendu. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Oui, pourquoi y a-t-il 14 intervenants alors qu'en métropole, il n'y en a que 3 et ceci et cela. Nous savons déjà tous qu'il y a plus d'intervenants. Et puis là aussi, je pense qu'on a confondu des intervenants et des tâches à faire. On peut avoir une même personne qui fait toutes les tâches. On peut avoir une personne différente pour chaque tâche. Selon les groupes, il y a des organisations différentes. Et il y a peut-être certains qui ont 14 intervenants, d'autres, il y en a peut-être un seul. Tout dépend. Mais ce n'est pas là la cause. C'est l'ensemble de ces tâches et d'être à 8000 km qui fait que nous sommes plus chers. Alors nous avons effectivement très mal communiqué et nous ne savons pas communiquer, nous la grande distribution, parce que notre métier, nous sommes dans le business, nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas dans la communication. Et c'est notre mea culpa, puisque nous le payons aujourd'hui. Actuellement, je reviens sur notre application, nous avons donc 3,5% d'octroi de mer, 3% de TVA. La logistique entre le point de départ et l'arrivée à la sortie du port, ça représente à peu près 11 à 12%. Ça comprend les transporteurs, ça comprend les transporteurs maritimes, ça comprend l'ensemble des charges, ça comprend les ports de départ, les ports d'arrivée, et ainsi de suite. Donc nous étions à 3%, plus 4, 7, plus 12, 19, on arrive à peu près à 20%. Mais je vous répète, il y a des produits qui aujourd'hui sont à plus de 300% plus chers. Je vais vous donner un petit exemple. Dans un conteneur, on met 15 000 bouteilles d'eau de 1,5 litre, c'est-à-dire 22 tonnes et demie. La bouteille cristalline, elle démarre à 15 centimes. Donc vous avez à peu près 1 600 € de valeur d'eau cristalline ou Evian dans le conteneur. Le fret est déjà à plus de 5 000 €. Donc le fret à lui tout seul coûte déjà 3 fois pratiquement le prix de la bouteille d'eau. Et sur ce fret, plus le prix de l'eau, on vient appliquer 22,5% d'octroi de mer. Donc, nous nous retrouvons avec une eau qui a démarré à 15 ou 16 centimes et qui est ici à plus de 55 centimes, n'étant pas encore rentré dans le magasin. Et nous avons ce process pour beaucoup de problèmes, pour beaucoup d'autres produits comme ça, et nous les avons d'autant plus que les produits sont des produits de faible valeur et que nous retrouvons chaque fois ça. Et c'est souvent les produits de faible valeur que nous consommons beaucoup. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, l'idée était de changer tout le système, de changer la logistique qui existait pour que nous puissions reconstruire quelque chose pour redémarrer la Martinique. Au début, c'était compliqué, mais je dois dire que depuis quelque temps, avec la collaboration de nos politiques, qui ont, je crois, mieux pris le problème à corps et mieux compris quelles étaient les problématiques, nous sommes en train d'avancer vers des avancées.
Je vous ai dit que le fret, la logistique, représentait à peu près 12%. N'ayant pas d'accord du gouvernement, nous ne pouvons pas appliquer 12%. C'est 12% au 1er janvier. Donc il va nous manquer 12%. L'aide de la région plus la nôtre, nous pouvons arriver au grand maximum aux alentours de 7 à 8%. La population ne va pas comprendre qu'on lui ait parlé de 20% et qu'on vienne lui raconter à présent que c'est 7%. Nous serons tous des menteurs, des voleurs, ne respectons pas nos accords. D'où mon inquiétude. Mais le président Letchimy a compris la problématique, et c'est pour ça que d'ailleurs, pas plus tard que hier après-midi, nous avons tenu une réunion pour essayer de savoir quelle solution appliquer. Si nous appliquons une baisse de l'ordre de 7%, qui est ce que nous avons dans les moyens de participation de la région, de nous-mêmes, ce qu'on pouvait récupérer, et les baisses qu'on peut appliquer nous-mêmes, on est loin de l'espoir que nous avons mis en place dans la population. Nous nous posons la question, faut-il attendre d'avoir l'aide du gouvernement, faut-il la faire? Et comme a dit Alexandre Ventado, nous avons pris la décision quand même que nous, en Martinique, nous ferions ce qui est possible pour la Martinique, quitte à attendre ce que doit faire le gouvernement. Je dois vous dire autre chose. Dommage que le préfet soit parti, parce que je ne partage pas du tout ce qui nous a été dit tout à l'heure, à savoir qu'on n'a jamais parlé de continuité territoriale. Plusieurs solutions ont été envisagées, avec des solutions de péréquation. C'est vrai. Mais on se rendait compte que ça ne marchait pas. Et la CGM, CMA-CGM, les transporteurs, eux-mêmes n'étaient pas trop partisans de cette solution. Il était question à un moment donné de mettre en place un fonds. Alors, on a d'abord pensé effectivement que ce fonds serait compensé par les dons des différentes entreprises et que la CMA-CGM et les transporteurs pourraient faire des péréquations sur les montants. Donc, ce qu'ils auraient donné, le coût du transport des marchandises de première nécessité serait compensé par des surcharges, entre guillemets, sur les autres produits qui, eux, ne sont pas de première nécessité. C'est une solution qui est compliquée à mettre en place. Et à ce moment-là, on a eu vraiment, personnellement, je dirais, ou alors j'ai vraiment pas très bien compris, on allait vers un mécanisme un peu de continuité territoriale, un peu comme la Corse, pour pouvoir compenser, à savoir que nous supporterions les dépenses seraient faites par nous et après, elles seraient remboursées par l'État pour la continuité territoriale. Nous avons tenu une réunion avec la DGOM et là, on nous a fait carrément comprendre, non, l'État n'a pas les moyens de mettre, l'État ne mettra pas. Ce sera à vous de mettre. Donc d'un côté, on nous disait, vous allez mettre, vous allez tirer, mais vous allez remettre après dans un autre pot. J'espère que j'ai toujours mal compris. Donc pour vous dire, l'application nous semble très compliquée. Et je ne sais pas quand est-ce que nous aurons un nouveau gouvernement en France. Et si nous parlons d'une application
pour le mois de mars-avril, ou bien l'application juin-juillet, ou bien après la nouvelle dissolution du gouvernement. Mais attention, nous allons décevoir la population. Concernant l'application, si jamais tout était mis en place, il y a un certain nombre de procédures qui ont été prévues. D'abord pour nous, une transparence totale au niveau de nos niveaux de marge, au niveau des prix pratiqués. Dans les magasins, nous devrons mettre double étiquetage, à savoir ancien prix, nouveau prix, montant de la baisse, avec certaines autres mesures spécifiques. En face, nous avons déjà commencé à avoir des techniciens de la DITS en permanence qui sont en train d'enregistrer tous nos anciens prix de vente, pratiquement pour l'année 2024. Ils récupèrent tous les fichiers, tous les prix de vente, toutes les marges que nous faisions, puisqu'il n'est pas question que nous essayons de profiter d'une part de la baisse de l'octroi de mer ou de la TVA pour compenser une marge ailleurs. Je vais profiter pour vous dire que, au fond de moi-même, je pense que nous sommes en train d'aller dans un mur. Et nous allons entraîner la disparition de beaucoup de petits distributeurs et de beaucoup de petits grossistes. Au lieu de remettre de la compétition pour recommencer, pour redynamiser encore le marché, nous allons le reconcentrer et avec des conditions économiques qui seront très compliquées pour tout un chacun. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais nous avons déjà connu beaucoup d'entreprises. Rien que dans la grande distribution, nous avons eu une petite dizaine de magasins qui ont été brûlés ou vandalisés. Certains se disent, mais pourquoi je vais recommencer? Et vient se greffer le problème des assurances. Ce n'est pas un fake. Nous avons tous reçu la notification et quel que soit le système et quel que soit le type d'activité des entreprises, ceux qui ont commencé, c'est Allianz, puis Groupama, puis Generali. Avec un inconvénient, c'est que si nous n'avons pas d'assurance pour nos bâtiments contre les émeutes, les banques ne vont pas prêter d'argent. Donc, pas d'argent, pas de prêt, pas d'investissement et une économie qui va repartir en négatif. J'en avais parlé à la présidente. C'est un sujet, le gouvernement est au courant, mais je vous ai donné des noms. Allianz, ce sont des Allemands. Generali, ce sont des Italiens. La Nouvelle-Calédonie, selon eux, leur a coûté à peu près 1,5 milliard. Donc, et le gouvernement français ne veut pas les dédommager. Donc, ils ne veulent pas. Donc, ça, ce sera la deuxième problématique que nous allons avoir. Et je vous ai parlé des bâtiments et des investissements. Mais les banquiers vont aussi regarder les stocks. Ils vont vous dire, mais attendez, si demain matin il y a une émeute, que votre stock a brûlé, qui c'est qui le paye? Donc les facilités de financement qu'ils accordent aux différentes affaires seront pénalisées. Donc en conclusion, pour répondre à votre question, oui, l'État est en train d'avancer, de mettre en place tous les contrôles. La CTM aussi est en train de mettre en place une organisation complémentaire pour s'assurer des contrôles
en addition. Mais moi, je vous dis, préparez-vous à des pétards pour le début de l'année. Christophe Bermond, je vais vous passer le micro. Dites-nous que vous partagez un tout petit peu plus d'optimisme que Robert Parfait. Je voyais votre visage pendant les explications. De votre point de vue, concrètement, comment est-ce que cette année 2025 se présente ? Comme l'a souligné Robert Parfait, effectivement, la donne a changé avec la censure du gouvernement, notamment donc, sur la partie la plus importante du dispositif. Mais la question s'est posée, et la réunion que nous avons eue hier à la CTM posait en fait deux axes. Le premier consistait à se dire nous gardons tout en suspens pour répondre strictement à la notion de 20% qui a été annoncée dans le protocole, où nous nous disons que certains éléments, notamment locaux, sont acquis. La décision de baisse de l'octroi de mer et la décision d'investissement des distributeurs qui était certes actée sur un principe de répercussion d'avantages acquis, mais qui intrinsèquement représentait un montant. Donc serions-nous capables de mettre ce montant combiné à la baisse de l'octroi de mer pour avoir un effet qui, effectivement, comme l'a souligné Robert Parfait, pourrait être de 7 à 8%, mais serait néanmoins éloigné des 20% qui figurent dans le protocole. Nous sommes plutôt favorables à cette option d'engagement, c'est-à-dire une position qui consisterait côté distribution à se dire effectivement, nous jouons le jeu de l'engagement, même si le protocole précisait que notre contribution serait la conséquence de la baisse en valeur de notre marge suite à la baisse donc, de l'octroi de mer, de la continuité territoriale ou plus généralement de la baisse des frais d'approche. Et à ce moment-là, par effet de répercussion, notre marge s'enverrait diminuer d'un montant qui serait à ce moment-là identifié, que nous serions susceptibles de remettre dans l'option 1 que j'évoquais. Je pense que c'est indispensable de s'orienter vers cette décision, même si elle a un timing qui est particulier, parce que tous les stocks, grosso modo, les distributeurs ont dans leurs approvisionnements 40% de circuits passant par les grossistes. Et les grossistes donc, portent des stocks, en général 2 à 3 mois de stock, qui eux-mêmes n'ont pas bénéficié de baisse d'octroi de mer. Nous-mêmes, nous avons pour environ 35% de nos 35% pardon, de nos approvisionnements qui sont faits directement, essentiellement en général notre marque propre, qui elle aussi est stockée dans nos entrepôts et ne bénéficie pas de cette baisse d'octroi de mer. Alors effectivement, ce sont des coûts, ce sont des impacts qui sont lents, mais je reste persuadé qu'il est préférable d'opter pour un dispositif qui se mettra en place progressivement, quitte à faire preuve de pédagogie auprès de la population, plutôt que de ne rien faire et d'attendre une décision complète qui pourra intervenir dans un calendrier que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut y aller, qu'il faut également permettre à l'État de mettre en place ces dispositifs de contrôle parce je pense notamment au contrôle des marges, au dispositif de contrôle des prix ou en tout cas de mesure des prix quasiment en instantané pour les consommateurs. C'est fastidieux. Les appels d'offres ne sont même pas encore lancés. Donc, on voit bien qu'il y a énormément de travail et qu'en réalité, la date du 1er janvier était déjà en fait un objectif relativement illusoire pour avoir l'ensemble des éléments. Mais le mettre en place permettrait déjà de rentrer dans une dynamique qui soit positive et qu'il faut, de mon point de vue, accompagner de conférences de presse régulières. Il faut améliorer la communication à l'endroit de la population. Ça, c'est indispensable pour l'aider notamment à faire les bons diagnostics, à avoir la bonne vision en fait de ce qui se passe, améliorer sa connaissance du fonctionnement de notre économie, de nos métiers en particulier. Je regrette profondément que
qu'on soit stigmatisé de façon aussi récurrente lorsqu'on évoque la cherté des prix. Certes, on est en bout de chaîne, mais il faut faire preuve en fait de résilience, de lucidité en fait sur le sujet. J'en veux pour preuve quelque chose que l'on a tendance à oublier. Le 3 avril 1950, l'État met en place, à travers une loi, la surrémunération des fonctionnaires. C'était il y a 74 ans. Il n'y avait pas de grande distribution, il n'y avait pas de tous les groupes qui sont aujourd'hui dans cette assemblée, ou en tout cas la plupart. Et pourtant, l'État reconnaissait déjà une notion de surcoût qui le conduisait à mettre en place une surrémunération de 25% pour ses propres collaborateurs. C'est pour moi là le point de départ de l'injustice. Comment considérer qu'il y a un certain nombre de notions qui engendrent des surcoûts, au point de compenser ces surcoûts pour ses propres collaborateurs et d'ignorer le reste de la population. C'est ce que nous payons en fait aujourd'hui. Ce ne sont pas les marges de la distribution, elles sont complètement conformes à celles que nous avons sur le territoire hexagonal. À plusieurs reprises, cela a été exposé avec plus ou moins envie pour nos interlocuteurs de le comprendre ou de l'entendre. Néanmoins, la réalité, elle est là. Et tous les contrôles qui sont faits, tous ceux qui ont été faits depuis 2009, la sortie de crise, jusqu'à aujourd'hui, qui ont été portés par les services de l'État, qui ont été portés par l'autorité de la concurrence, ont attesté en fait de cette concordance de niveau de fonctionnement, donc de niveau de marge dans la grande distribution. Donc, en faire le procès en permanence, c'est stigmatiser une profession et ne pas être réellement à la recherche de solutions. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de cela. On a besoin de tout le monde. Je crois que la notion de collectif, de jeu collectif a été évoquée à plusieurs reprises et ça me semble être la bonne solution. Il faut continuer à y travailler. Lorsqu'il y a des problèmes, ça a été le cas notamment de la CTM qui nous a sollicité pour une application partielle du protocole. Je trouve que c'est un bon signal. Il faut jouer collectif aussi pour aller défendre la continuité territoriale, donc le bout qui manque, parce que si on ne fait pas cette pression, on restera dans le statu quo. Donc voilà, c'est indispensable en tout cas qu'on sorte ou en tout cas qu'on traverse cette crise avec la prise de conscience d'un certain nombre d'enseignements et la mise en œuvre en tout cas de solutions qui soient durables, parce qu'évidemment on ne peut pas continuer à faire fonctionner le territoire dans ces conditions. Merci à vous, Christophe Bermond. Merci pour cette réponse. Philippe Reich, je vais vous passer la parole. On a beaucoup parlé depuis 2 heures de continuité territoriale. On l'a vu, hein, c'est un terme qui irrite certains, un terme qui suscite beaucoup d'espoir. Du point de vue de la CMA-CGM, comment est-ce que vous envisagez 2025 de manière très claire, les perspectives pour renforcer cette continuité territoriale entre la Martinique et l'Hexagone ? Ok, bonjour à tous. Donc si on parle de la continuité territoriale, c'est donc qu'il y a une discontinuité quelque part géographique. Hein. Et entre nos territoires, ce sont les océans qui nous séparent. Et le seul vecteur aujourd'hui pour faire de la massification, c'est le transport maritime. Dans la continuité territoriale, on sent bien, comme l'a dit le préfet, qu'il y a des éléments politiques, il y a des éléments opérationnels et il y a des éléments financiers. La continuité territoriale maritime, on peut la concevoir de 2 manières, soit avec un opérateur national ou disons étatique, et à ce moment-là, on rentre pleinement dans cette continuité territoriale assumée par l'État, à la fois sur le plan opérationnel, sur le plan financier, sur le plan politique. Le choix a été différent, et depuis 1996, CMA-CGM est un opérateur privé qui assure la desserte de tout l'outre-mer français, et principalement la Martinique. Il est évidemment qu'un opérateur privé a une entreprise à faire fonctionner, et ce n'est pas dans cette enceinte que je vais expliquer comment ça fonctionne et que cette opération doit être un minimum rentable. Ça, c'est un préambule. Deuxième chose, CMA-CGM a toujours eu à cœur justement de servir les outre-mer français, et notamment typiquement la Martinique dont on évoque aujourd'hui le sujet, en prenant en compte cette responsabilité à son niveau, en tous les cas sur le plan opérationnel, d'assumer cette continuité territoriale à son niveau et sur le plan opérationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a déployé, depuis qu'elle a repris la desserte de l'outre-mer,
un service dédié, donc un service maritime dédié, avec des bateaux dédiés, des services qui s'adaptent aux zones de sourcing, puisque je fais une petite digression, mais un opérateur maritime, donc une compagnie maritime, ne crée pas le marché nulle part dans le monde, évidemment. En revanche, elle l'accompagne. Et la capacité et la flexibilité d'une compagnie maritime est très grande. Et très vite, on peut ouvrir ou fermer des lignes. D'accord ? Et ce qui guide le principe d'ouverture ou de fermeture des lignes, c'est les volumes qui sont transférés. Voilà. S'il y a des opérateurs de part et d'autre d'un continent, les volumes étant là, on peut mettre vite des lignes. Juste, je referme cette parenthèse. Donc typiquement, CMA-CGM contribue, si vous voulez, à la continuité territoriale sur le plan opérationnel parce qu'elle met des navires. Et elle met des navires à une fréquence qui permet à l'économie martiniquaise insulaire de fonctionner. Ça veut dire que toutes les semaines, elle a un service qui vient de Nord-Europe ou de Méditerranée, donc on a 2 services, et qui desservent de manière régulière la Martinique. Et ça, c'est un point important sur des opérateurs économiques. Sans cette régularité, et c'est ce qui fait la force aussi de notre compagnie, plusieurs autres viennent, escalent, ou sont venus, mais sont repartis. L'élongation, la régularité du service, d'accord ? Et enfin, avant de venir sur votre question, 2025 et protocole, c'est le service aux opérateurs économiques qui sont ici et plus largement la Martinique, de la stabilité du fret. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des emballements de taux de fret énormes pendant les années Covid, de 2020 à 2022. Les frets, pour ceux qui le suivent, sur le plan, les cours mondiaux fluctuent énormément, ils peuvent multiplier par 10, descendre, etc. La force de la desserte de la Martinique, c'est de rester à une stabilité de prix. Et d'ailleurs même, CMA, dans le cadre justement globalement de la vie chère, a fait plusieurs actions, et notamment a gelé ses taux de fret depuis 2021. Donc on est déjà, si vous voulez, dans cette responsabilité à la fois opérationnelle de continuité territoriale, de responsabilité économique et de compréhension des enjeux ici économiques, de l'insularité, etc., en gardant une stabilité des frets, et notamment, je vous l'ai dit, le gel depuis 2021. Donc, une augmentation, certes, si on regarde depuis les frets depuis une dizaine d'années, qui a légèrement évolué, mais qui n'est en rien comparable à ce qui s'est passé dans le reste du monde maritime, avec des fluctuations de fret énormes. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que CMA-CGM absorbe, si vous voulez, les évolutions du marché ou les contraintes du marché, qu'elles soient pour son industrie propre ou sur le plan commercial, elle les absorbe, elle les amortit pour servir et garantir aux opérateurs économiques martiniquais cette stabilité, donc cette vision économique. D'accord ? De même, elle avait mis en place, et vous le savez tous, on l'a déjà suffisamment évoqué, à un moment donné où c'était excessivement tendu, ce qu'on a appelé une aide au pouvoir d'achat, et donc une baisse très substantielle de son taux de fret pendant 16 mois, certes qui a été compensée par un facteur que l'on appelle la BAF, qui est un facteur de compensation du coût de l'achat du fuel, mais globalement sur les 16 mois, qui a injecté dans l'économie, ou en tous les cas qui a été un manque à gagner, ou qui a injecté, comme on peut le trouver dans tous les sens, 22 millions d'euros sur la Martinique pendant 16 mois. Donc, vous voyez, ce sont des efforts. Là, je fais le passé. Donc, stabilité, régularité et maîtrise des coûts. Ça, c'est pour le premier volet. On pourrait dire, oui, mais vous êtes très, très puissant ici, vous êtes très fort en position. Peut-être, mais ça répond également à tous ces critères. Et dans un même temps, vous savez qu'il n'y a plus d'entente commerciale entre compagnies maritimes. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on s'organise sur les taux de fret pour arriver à tenir un marché. Ce n'est pas le cas. Et en même temps, la desserte de la Martinique est ouverte à toutes les compagnies qui sillonnent le globe. Donc là également, la compétition est ouverte. Donc on n'est pas, souvent c'est ce qui paraît, en position de monopole. Non, on a une position forte
forte, mais qui s'explique aussi par cette obligation de service régulier, fret maîtrisé, dans des volumes qui sont finalement très faibles, qui représentent 0,3% de l'ensemble des volumes que transporte CMA-CGM dans le monde, et qui sont sur des grosses élongations. Maintenant, pour le protocole, et ça a été dit dès le début, puisque nous avons participé aux tables rondes, CMA-CGM a toujours été un opérateur qui s'est montré très positif et très attentif à ce que souhaitaient les opérateurs et l'État dans ce domaine-là de maîtrise de la vie chère, mais simplement à rappeler les contraintes dans lesquelles elle pouvait participer au dispositif. Et les travaux continuent, le préfet l'a dit, la discussion est dans le cadre d'un groupe de travail entre CMA-CGM siège et le ministère de l'Outre-mer pour la partie que l'on souhaiterait mettre en place dans ce cadre de protocole, mais dans les conditions de critères d'éligibilité en quelque sorte, qui sont qu'il ne faut pas de distorsion de concurrence. Il faut être dans le respect juridique et réglementaire des textes, et notamment de l'Organisation maritime internationale. Il faut également que ce ne soit pas en tant que groupe, nous-mêmes, qui discriminions nos clients pour ceux qui seraient éligibles ou non à tel ou tel autre dispositif. Voilà, donc c'est un dispositif dans lequel CMA-CGM continue à être tout à fait présent et disponible. Et on l'a tous évoqué, il faut attendre que le nouveau gouvernement soit en place. Je pense que la feuille de route, comme ça a été rappelé, sera reprise, il y a des signataires, et il faudra juste reprendre ces discussions dans le cadre de ces critères. Voilà, donc pour cette question de l'avenir de 2025, pour nous, une fois encore, dans ce périmètre de discussion vie chère, CMA est toujours présent. Il faut que, une fois encore, les autorités de tutelle avec qui ce dispositif très complexe, comme l'a rappelé Robert Parfait, soit mis en place en ayant en tête les critères de fonctionnement de l'industrie maritime. Pour votre information, et ce qu'avait rappelé Robert Parfait tout à l'heure, il y avait un mécanisme qui visait à pondérer le fret en fonction des marchandises transportées. Très clairement, c'est quelque chose qui n'est pas possible au niveau de l'industrie maritime. L'industrie maritime, elle transporte des containers, et son business model, son business plan, son fonctionnement, son mode de facturation, son mode d'exploitation ne peut être fait qu'en raisonnant sur du container. Ce qu'il y a à l'intérieur du container, on ne peut ni le gérer, ni le contrôler, ni le facturer à chaque voyage, parce que ça change. Chaque container, quand il n'est pas homogène, on pourrait imaginer quelque chose. Quand il n'est pas homogène, c'est-à-dire que le container n'est pas chargé avec la même marchandise, vous pouvez avoir, je sais pas moi, une quinzaine ou peut-être plus de marchandises différentes dans un container, et il faudrait pondérer à chaque voyage, pour chaque container, le prix du fret en fonction de la marchandise qui est à l'intérieur, avec toute la notion de contrôle que ça impliquerait, etc. Autant vous dire que c'est un modèle qu'on ne peut pas faire, qu'on a expliqué depuis le début, et donc il faut prendre en compte dans le cadre du dispositif qui sera mis en place à l'avenir. Voilà. Quant au tarif qu'évoquait Robert Parfait de 5 000 € le fret, je vous défie d'aller le trouver à ce niveau-là. Vous pouvez aller chercher sur le site CMA-CGM, vous ne trouverez pas un fret de 5 000 € qui vient jusqu'en Martinique. Alors je pense que ce chiffre-là représente, et c'est vrai Robert, on en avait parlé dans les discussions, c'est ce qui correspond globalement aux frais d'approche d'un container depuis Le Havre à ici. Dans ce frais d'approche, vous avez effectivement le fret maritime, mais vous avez également les coûts portuaires, vous avez l'attraction terrestre, peut-être qu'elle est prise ou pas, il y a le transitaire, etc. Donc si vous voulez avoir une vision claire du taux de fret, vous allez sur le cmacgm.gouv, ou pas .gouv, mais .fr ou je ne sais quoi, ou .com, sur le site, et vous pouvez essayer de booker un container et vous verrez le prix que vous paierez. Si vous me permettez, je pense que la plupart des gens qui sont là sont des gens d'affaires dont certains pontent. On ne va pas rentrer dans cette discussion. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas parce que vous avez décomposé le fret en une partie BAF, une partie fret qui est... Non.
Moi, je sais qui me facture et je sais qui je paye. D'accord? Alors, ne rentrons pas dans les détails comme ça. C'est vrai, quand on parle de 5 000 €, nous parlons des frais d'approche en global. Et ça va même au-delà de 5 000 €. Mais nous avons déposé nos dossiers basés sur les justificatifs de ces 5 000 € qui comprenaient le fret, la BAF et ainsi d'autres accessoires, y compris les transitaires. Mais ne rentrons pas dans cette discussion. D'ailleurs, si vous me permettez, là aussi, je ne partage pas l'analyse de la CMA-CGM. À tort, j'ai peut-être ma vision. Je considère qu'aujourd'hui, dans un container, effectivement, on n'est plus dans les monocontainers. La majorité des entreprises font des containers multiples, avec multiples produits, pour pouvoir essayer justement de baisser, de mieux remplir le container et de pouvoir baisser les prix de revient. Vous avez tout à fait la possibilité de savoir quels sont les produits qu'il y a dans un container. D'abord, nous devons le faire au moment où nous faisons la déclaration de départ. Et vous le savez très bien, puisque quand il y a un produit dangereux, vous bloquez le container. Donc vous savez exactement, au moment du départ, quels sont les produits qui rentrent dans le container. Ces produits, ce sont les produits qui sont faits dans la déclaration des douanes. Donc il y a un contrôle douanier. Et effectivement, qu'il peut y avoir des gens qui trichent. Mais je vous rappelle que tricher vis-à-vis des douanes, c'est du pénal. Donc vous n'allez jamais empêcher les gens qui essaient de tricher, qui essaient de voler. Mais dans le cas contraire, il y a des possibilités qui existent. Ce ne sont pas les directions vers lesquelles nous allons, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Merci, monsieur. Juste, si vous me permettez, on est entre nous, donc on ne se jette pas d'anathème, mais juste pour la compréhension technique, Robert, dans une déclaration sur un BL, par exemple, on va marquer des familles, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, les familles de produits. Vous allez marquer dans un container préparation alimentaire. Mais peut-être que dans ces préparations alimentaires, vous avez 30 articles différents. Donc, typiquement, sur le contrat de transport qui lie un importateur ou un exportateur et la compagnie maritime, il est précisé « said to contain », c'est-à-dire il est dit qu'il contient. C'est du déclaratif, le transporteur maritime ne connaît pas ça et n'a pas accès à toutes les codes douaniers. Ça, c'est de la déclaration en douane et ça fait partie du transitaire. Juste pour fermer la parenthèse. Merci beaucoup, merci messieurs. On va passer à cette question qui nous brûle les lèvres depuis ce matin, on l'a entendu. Je vais me tourner vers nos experts en assurance, Stéphane Marcelli et Xavier Daly. De manière très concrète et concise, très simplement, qu'est-ce qui se passe avec cette garantie émeute? Pourquoi est-ce qu'elle est supprimée des contrats? Alors justement, je voudrais apporter une précision par rapport à ce qui a été dit ce matin. Alors toutes les compagnies sont confrontées aux mêmes difficultés aujourd'hui, toutes les compagnies d'assurance, et chacune ont choisi des solutions des fois un petit peu différentes. S'agissant de GFA Caraïbes, donc le groupe Generali que je représente ici, eh bien, Generali n'a jamais suspendu et ne suspend pas la garantie émeute et mouvement populaire sur ses contrats. Voilà. C'est un choix que nous avons fait. Ce n'est pas le choix de nos confrères de Allianz et de Groupama, mais je ne juge pas, de cette différence. Je ne juge pas cette différence parce que Generali maintient la garantie sur les contrats, mais a fait le choix, pour l'instant, de ne plus souscrire en risque de grandes entreprises. Nous maintenons notre présence sur tout le reste du panel de l'assurance, mais nous ne souscrivons plus de nouvelles affaires sur les grandes entreprises, en maintenant toutefois la garantie émeute et mouvement populaire. Nos amis de Groupama et de Allianz ont fait un choix différent. Ils ont supprimé la garantie, mais ils continuent à souscrire. Voilà. Donc, souscrire en réduisant, bien évidemment, leurs engagements. Mais voilà l'explication précise. Voilà. Alors maintenant, pourquoi cette garantie pose problème? Peut-être que je peux y répondre.
Eh bien, l'assurance, le principe de l'assurance repose sur l'aléa. Voilà. L'aléa, donc, c'est quelque chose qui est imprévisible, qui peut arriver n'importe comment, mais qui, d'après les statistiques des assurances, arrive sur des périodes de temps assez longues. Nous ne sommes plus dans nos territoires face à de l'aléa. Face à l'aléa, il faut savoir que le contexte assurantiel dans les territoires ultramarins est par définition, et je dirais géographiquement, il est complexe. Il est complexe pourquoi ? Parce que nous sommes plus exposés que d'autres régions du monde aux catastrophes naturelles à travers les cyclones, les ouragans, et donc nous avons un système de réassurance qui nous coûte très cher. Donc déjà, l'équilibre est très difficile pour toutes les compagnies présentes dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer, même si toutes les compagnies françaises ne sont pas présentes. Voilà. Et donc déjà, c'est très difficile de trouver un équilibre parce que le coût de la réassurance ne cesse d'augmenter tous les ans, parce qu'il y a de plus en plus de sinistres à payer. Le coût de la rétention, c'est ce qui reste à la charge de la compagnie d'assurance quand il y a un événement majeur. Eh bien là aussi, cette rétention augmente régulièrement. Et donc la charge pour les assureurs présents dans les Outre-mer était déjà très difficilement supportable. En plus, nous avons eu donc là à qui dira émeute, à qui dira mouvement populaire, mais toujours est-il que nous avons eu ces mouvements qui ont causé sur la Martinique peut-être 80 millions d'euros ou peut-être 100 millions d'euros en 48 heures, et qui viennent déséquilibrer les résultats des compagnies présentes, qui viennent déséquilibrer les résultats même au niveau national, qui viennent rendre l'équation quasiment impossible. Ce qu'il faudrait pour que la situation s'assainisse, redevienne normale, il faudrait d'abord que nous retrouvions un climat social apaisé, lequel doit passer bien évidemment par des réflexions politiques dont on a beaucoup parlé ce matin et dont vous allez continuer de discuter dans la journée. Il faut que l'État arrive à maintenir l'ordre, parce que l'État est garant de la sécurité publique et donc garant de la sécurité des biens et des personnes. Je rappelle que les assureurs sont là pour garantir des événements normalement accidentels. Voilà, nous sommes là dans du récurrent. Il y a eu ça au mois d'octobre. En 2021, pour d'autres raisons, il y a également eu des émeutes. Il y en a eu par le passé. Et ça a tendance à se multiplier, non pas seulement en Martinique, mais dans d'autres endroits du territoire national. La Nouvelle-Calédonie, 1,2 milliard, 1,5 milliard, effectivement, comme vous disiez, M. Parfait. Nous, on a eu de la chance ici en Martinique. Ça a duré grosso modo que 48 heures, à savoir que certaines entreprises qui ont été complètement incendiées l'avaient déjà été en 2021. Et donc, pour le chef d'entreprise, c'est une catastrophe. Pour l'assureur qui était présent en 2021 et qui était présent sur le risque en 2024, eh bien, c'est une autre catastrophe, mais c'en est une également. Stabilité sociale, capacité de l'État à assurer la sécurité publique. Et puis il y a une chose qui a changé également ces dernières années et qui a complètement déséquilibré le système au niveau de l'indemnisation des émeutes et mouvements populaires, c'est que l'État aujourd'hui ne répond plus aux recours faits par les compagnies d'assurance quand sa responsabilité est engagée. L'État étant garant de la sécurité publique, eh bien, les compagnies d'assurance, quand elles estiment que l'État a une part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, eh bien, la compagnie d'assurance, toutes les compagnies d'assurance font des recours contre l'État. Jusqu'à il y a quelques années, et plus précisément jusqu'à il y a 6 ans. 6 ans, début du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, l'État honorait sur simple recours tout ou partie des recours, de ce qui était présenté. Tout ou partie, parce que des fois, effectivement, il ne s'agissait pas d'un mouvement populaire, mais d'un simple acte de pillage, voilà, qui concernait un petit nombre de personnes. Et puis, des fois, on considérait que l'ensemble des dommages subis n'était pas la conséquence directe
du mouvement populaire. Aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que chaque fois, nous sommes obligés d'aller en judiciaire. Voilà. Il n'y a plus de recours administratif qui fonctionnait si bien avant. Nous allons en judiciaire et nous avons très peu souvent gain de cause. Donc, tout ça pour vous dire que l'assurance est un modèle économique comme un autre. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'économie de la Martinique. Eh bien, pour fonctionner, l'assurance, elle a aussi besoin d'être dans un contexte équilibré avec des rouages bien huilés. Il s'avère qu'aujourd'hui, eh bien, certains éléments nécessaires à ce bon fonctionnement sont absents. Merci beaucoup, merci Stéphane Marcilly. On va refermer cette table ronde avec l'intervention en visioconférence. Laurent Renouf est avec nous. Laurent, vous nous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, on vous entend, on vous voit. Du point de vue de la FEDOM, Laurent Renouf, très rapidement, d'autres dispositifs vont accompagner la mise en place de ce protocole d'accord en 2025. Il y a des choses qui vont bouger au niveau national. Oui, effectivement. Alors d'abord, vous remercier de m'avoir invité à cette matinée d'échange et à ces échanges extrêmement instructifs. Merci au MEDEF Martinique et à sa présidente Catherine Rodap. J'aurais évidemment aimé être des vôtres, mais nous sommes très pris en fin d'année dans des débats effectivement budgétaires un peu chaotiques. Je vais y revenir très rapidement parce que c'est évidemment ces débats sur les projets de loi de finances, projets de loi de financement de la sécurité sociale, sur des sujets comme la LODEOM, qui peuvent évidemment pleinement impacter la compétitivité des entreprises de Martinique. Et si on impacte la compétitivité des entreprises de Martinique, on impacte les marges, on impacte la capacité des entreprises de Martinique tout simplement à créer de la valeur ajoutée et à pouvoir se développer et aussi à pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux, un certain nombre d'objectifs qui ont été évoqués ce matin, notamment dans le cadre du protocole. Donc c'est évidemment un point extrêmement important. Je rappelle rapidement que le gouvernement a voulu raboter, pour être clair, de manière très significative, les régimes spécifiques d'exonération de charges patronales applicables aux entreprises de Martinique, les fameux régimes LODEOM. Je rappelle que c'est un dispositif très important. Ça représente à peu près 1,5 milliard d'euros d'aide par an pour les entreprises de l'outre-mer. Et que le gouvernement voulait raboter de l'ordre de 270 millions d'euros à peu près en 2025 et à peu près 300 millions d'euros en 2026, ce dispositif. Ça allait évidemment avoir un impact très important, très significatif sur les résultats des entreprises, sur les marges des entreprises, sur la compétitivité et donc sur les prix et sur l'emploi. On a estimé qu'un tel rabot, ça allait en gros faire augmenter le taux de charge moyen d'une entreprise de Martinique de l'ordre de 15%. J'entendais Robert Parfait tout à l'heure évoquer ses inquiétudes sur les petits distributeurs. Je rappelle que la LODEOM, ça concerne toutes les entreprises de Martinique de moins de 11 salariés, tous secteurs confondus. Et je ne vois pas bien comment on peut demander à des petits distributeurs des efforts particuliers significatifs sur leurs marges si, au même moment, le gouvernement, de manière, il faut le dire, brutale, unilatérale, sans concertation préalable, opère des rabots d'une telle ampleur. Donc, nous sommes mobilisés très fortement au niveau de la FEDOM, en relais des organisations membres de notre organisation, donc le MEDEF Martinique, la CCI, la MPI, vous, pour éviter ces mesures de rabot dès le 1er janvier 2025. Un très gros travail a été fait avec l'appui des parlementaires et je veux les saluer ici. Je crois que la sénatrice Conconne était là tout à l'heure, elle est peut-être partie, mais il faut saluer le travail du Sénat en particulier, qui a été absolument remarquable, les sénateurs ultramarins, les sénateurs de l'Hexagone aussi, pour faire reculer le gouvernement sur ce sujet et empêcher cette mesure de rabot d'ampleur sur les LODEOM. Mais le sujet reviendra. Le sujet reviendra en 2025, puisque le gouvernement nous a déjà annoncé à plusieurs reprises son intention de revoir en profondeur ce dispositif comme d'autres dispositifs qui impactent la compétitivité de nos entreprises. On peut parler des régimes de défiscalisation aussi, qui sont toujours dans le collimateur
de Bercy et qui peuvent toujours faire l'objet d'évolutions. C'est des sujets qui nous ont été évoqués. Donc oui, on va avoir évidemment à nouveau des menaces, des chantiers à mener en 2025 importants. Et nous, notre rôle, notre message ici à Paris, en relais de vous, c'est de faire comprendre aux pouvoirs publics nationaux, en particulier au gouvernement et au Parlement, vos réalités, et faire comprendre surtout que ces dispositifs qui existent aujourd'hui, ce ne sont pas des avantages acquis. Ce sont des dispositifs indispensables, essentiels, pour permettre de maintenir un niveau de compétitivité qui permet tout simplement de créer de la valeur ajoutée, de maintenir de l'emploi et d'essayer autant que possible de jouer le rôle attendu aussi des pouvoirs publics auprès des entreprises en matière de vie chère. Donc, nous aurons effectivement encore des débats et des discussions et des échéances importantes, évidemment dans un contexte de très grande incertitude politique et institutionnelle. Donc, nous sommes très attentifs, d'une part, à ce que la fameuse loi spéciale sur le budget soit votée dans les meilleures conditions possibles pour éviter tout simplement le pire au début d'année. Et puis nous serons très attentifs, une fois que le nouveau gouvernement sera nommé, à ce qu'il puisse très vite nous dire quelles sont ses intentions par rapport au sujet que j'ai évoqué, c'est-à-dire tout ce cadre fiscal et social applicable aux entreprises de Martinique et qui, encore une fois, conditionne la compétitivité des entreprises. Donc, nous serons très vigilants sur ces points-là. Nous serons vigilants aussi, évidemment, en relais de vous sur les sujets de continuité territoriale, puisqu'on a évoqué longuement ces sujets-là aussi ce matin. La FEDOM s'est mobilisée aussi beaucoup dans les débats parlementaires, auprès des parlementaires, pour qu'un certain nombre d'amendements soient déposés, retranscrivant notamment un certain nombre de préconisations d'engagement de l'accord sur la vie chère, du protocole vie chère sur la partie continuité territoriale. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long sur ces différents aspects, mais je voulais vous donner ces quelques éléments de contexte nationaux en vous indiquant que, évidemment, on aura encore dans les prochaines semaines et dans les prochains mois beaucoup de sujets sur la table qui sont des sujets évidemment déterminants par rapport aux débats qui ont été les vôtres et qui sont les vôtres aujourd'hui. Merci à vous, Laurent Renouf. Merci d'être intervenu en direct, en visio depuis Paris. Avant de refermer cette table ronde, on va revenir sur la problématique du transport avec le hub Antilles, parce que c'est l'une des solutions pour 2025 pour renforcer, on l'a vu, hein, ça avait été l'objet d'une question, renforcer notre capacité à échanger avec la région, avec nos voisins, avec la Caraïbe. C'est un peu l'objectif de ce hub Antilles. Tout à fait. Juste, effectivement, je viens sur le hub. Juste avant de parler du hub, je vous montre quelques vues sur les lignes maritimes CMA-CGM déployées dans la région. Donc là, vous avez celle du Europe Latam Antilles-Guyane. Vous voyez qu'on a 9 lignes qui se projettent sur tout ce continent sud-américain. Tout ça pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, sourcing différent, import-export. Donc ça, c'est la partie juste Europe-Latam. On a 9 lignes qui déplacent. Là, vous avez l'intra-Latam. Donc vous voyez quand même que la partie Caraïbe est maillée énormément, hein, depuis la côte est et ouest des États-Unis, depuis tout le Brésil et depuis évidemment tout l'arc, comment dirais-je, caribéen. Avec un point focus central où vous voyez beaucoup de lignes qui se croisent, qui est Kingston, qui est notre hub aujourd'hui de toute cette région. Donc on voit bien où on se situe, hein, et il y a énormément de lignes qui croisent dans cette zone-là. Et donc aujourd'hui, le sourcing peut être effectivement complètement changé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire depuis l'Europe. Voilà, donc là je reviens plus précisément sur le hub Antilles. Le hub Antilles, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est, si vous voulez, une organisation opérationnelle
qui répond principalement à de la réglementation environnementale, à savoir la décarbonation. Donc les compagnies maritimes sont sommées, dans le cadre de ce qu'on a appelé IMO 23, à réduire leur impact carbone sur toute la planète, puisqu'on est considéré 80% des échanges mondiaux se passent par la mer, et toutes lignes confondues, évidemment, on est un des opérateurs économiques qui produit beaucoup de rejets de CO2. Donc l'idée, c'était de réduire l'impact du CO2 dans la région, notamment, et plus globalement pour le groupe. Le groupe, qui, je vous le rappelle, s'est engagé à avoir 0 émission carbone d'ici 2050, ce qui représente pour notre groupe un investissement de 15 milliards de dollars pour arriver à atteindre cet objectif très ambitieux. Pour revenir sur la Caraïbe, le dispositif qui a été mis en place est le suivant. Aujourd'hui, on a une ligne directe qui approvisionne les Antilles depuis le Nord-Europe et depuis la Méditerranée. Et également une ligne directe qui relie l'Europe et la Guyane. Okay. C'est une ligne qui est longue. Ce sont des bateaux petits qui vont vite pour garantir justement le transit time le plus court possible. Donc qui rejette beaucoup de carbone, qui a un ratio ramené au conteneur très élevé en termes de rejet, qui parcourt évidemment une grande distance, qui escale dans un nombre important de ports, c'est 14 escales, et qui transporte beaucoup de reefers, qui sont des conteneurs réfrigérés, et donc qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, pour conserver la température, diriger, et donc qui ont beaucoup de rejets. Donc l'idée a été la suivante, c'était que on augmentait la taille des navires pour faire baisser le ratio du conteneur. On ralentissait la vitesse pour parcourir cette boucle et on réduisait le nombre de ports touchés. Donc une équation compliquée. Ça s'est traduit par quoi ? Sur un plan opérationnel, c'est de s'appuyer sur Guadeloupe et Martinique. La Guadeloupe reçoit tout ce qui est import pour le domestique de Guadeloupe, mais également pour la Guyane et pour les Leeward, c'est-à-dire nos îles Saint-Martin notamment, et tout le petit arc des petites îles, petites Antilles. Donc tout le fret qui est arrivé sur plusieurs services jusqu'à présent arrivera sur un service et sera éclaté sur la Guadeloupe qui devient le hub import. D'accord ? Le bateau continue, il vient toucher la Guadeloupe. Et là, il dessert évidemment l'import de la Guadeloupe en direct, d'accord ? Il continue à faire sa boucle, notamment dans la partie est de la Caraïbe. Il repasse en Martinique et là, il récupère tout le fret qui sera remonté depuis le Nord-Brésil et le reste de la Caraïbe à Martinique. Et donc là, on fait la consolidation du hub pour l'export. Donc on reprend la banane de Guadeloupe, la banane de Martinique, tout le fret qui aura été remonté par ce qu'on appelle des feeders, donc des petits bateaux, consolidés à la Martinique, et qui repart vers le Nord-Europe. Voilà, ça c'était l'idée opérationnelle. La conséquence derrière de décarbonation, c'est que comme les bateaux de ligne qui font l'Europe, la Caraïbe vont beaucoup moins vite, c'est-à-dire 1 nœud 5 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais sur une grande distance, c'est énorme. Au lieu de tourner en 6 bateaux, on tournera en 7 bateaux. Donc des bateaux plus gros qui font 2 fois la taille de ces bateaux aujourd'hui. On rajoute un 6e bateau, ce sont des bateaux construits spécifiquement pour cette ligne, et ces bateaux tourneront à 100% au GNL, donc ils feront 25% d'émissions carbone de moins. D'accord ? Et enfin, sur la partie portuaire à terre, en lien avec l'État et l'autorité portuaire, on va verdir les opérations également à terre en faisant un investissement sur nos cavaliers portuaires, qui sont les engins qui déplacent les containers sur le port, qui seront hybrides, et en couvrant nos parcs reefers de photovoltaïque pour produire de l'électricité verte. Voilà. Donc tout ce schéma-là de décarbonation, d'une part, vise évidemment à être un corridor vert, ce qui est le seul
Aujourd'hui, ligne maritime homogène au GNL, ça sera ici aux Antilles. Donc c'est une valeur aussi commerciale hein, pour les opérateurs économiques de pouvoir vendre aussi du verre dans le cadre du transport. Et en même temps, vous le voyez, ça ouvre toutes les possibilités de sourcing aval et amont dans la sous-région, si tenté que la norme, comme l'évoquait le préfet, on puisse avoir l'équivalence des normes pour la qualifier norme européenne. Voilà. Merci d'avoir été un peu long. Merci. Merci Philippe Reich pour cette explication. Avant de passer à une courte pause bien méritée, je vais revenir un instant, très rapidement, en clôture, Xavier Daly. Je voulais vous poser la question, est-ce que nos chefs d'entreprise ont des raisons d'être inquiets pour 2025 quand il s'agira de parler d'assurance ? Alors, moi, je ne suis pas assureur, je suis un ancien assureur, dont j'ai laissé expliquer M. Marcelli sur la problématique de l'assurance. Je vais vous donner simplement 2 chiffres. Tout à l'heure, M. Parfait a donné le nom de 2 compagnies d'assurance, à la fois Allianz et GFA Caraïbes, qui sont 2 compagnies étrangères. Ce sont 2 compagnies qui réalisent à peu près 250 millions de chiffre d'affaires sur les Antilles-Guyane. Ça correspond à 50% du marché de l'assurance IRD. Ces 2 compagnies se retirant du marché, vous avez 50% des capacités d'assurance qui disparaissent du marché. Il faut savoir que Irma, 2017, a coûté 1,8 milliard. 1,8 milliard par rapport à 500 millions, c'est pratiquement 4 années de primes d'assurance pour les assureurs locaux. Les émeutes en Nouvelle-Calédonie, 1,4 milliard, 1,5 milliard. Le montant des primes pour les territoires ultramarins assurance, c'est 1,1 milliard, 1,2 milliard. C'est-à-dire que cette année, l'impact des émeutes va coûter le montant des primes des compagnies d'assurance sur les territoires ultramarins. Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là. Les paramètres, d'une compagnie d'assurance, ils sont simples. C'est à la fois des actionnaires étrangers, mais également de la réassurance. Et en ce moment, les compagnies d'assurance sont en train de renégocier leurs traités de réassurance. Les traités de réassurance, c'est à partir du 1er janvier. Je ne sais pas si Generali, GFA connaissent encore leurs traités au 1er janvier, c'est-à-dire les conditions rédactionnelles de garantie et en plus les capacités de souscription. Ce sont des éléments d'incertitude pour l'instant qu'ont les compagnies d'assurance. Donc la position des compagnies d'assurance, c'est de dire on maintient ce qu'on a pris, mais par contre on ne souscrit plus, ce que fait GFA Caraïbes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certaines entreprises au 1er janvier qui risquent de ne pas avoir de couverture d'assurance. Alors, pour moi, je suis un acheteur d'assurance puisque je suis le responsable d'assurance de la SEM-Samar, qui est un bailleur social. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que ce bailleur social soit assuré en responsabilité civile, mais également pour l'ensemble de son patrimoine. Par rapport à 2 événements, les émeutes, nous ne sommes pas tout à fait une cible par rapport aux émeutes, mais par contre, nous sommes une cible par rapport aux événements climatiques. Donc on a mis en place, à l'intérieur de la SEM-Samar, un plan hors sec qui permet de réagir et de pouvoir anticiper sur des événements pour minimiser nos dommages. Et ça, nous avons partagé ça avec nos assureurs. Ce n'est pas forcément que notre intermédiaire, c'est que nous sommes allés voir nos assureurs. Pour les émeutes, il y a peut-être une démarche à faire de la part des groupes pour aller voir non pas leurs intermédiaires, mais leurs assureurs. J'ai été courtier d'assurance, donc je connais un petit peu le milieu. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, les courtiers d'assurance imposaient pratiquement leurs intercalaires, les conditions de garantie aux assureurs. Et les assureurs imposaient leurs garanties ou leurs conditions de garantie aux réassureurs. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Ce sont les réassureurs qui imposent aux assureurs les conditions de garantie et les assureurs, eux, imposent aux intermédiaires et aux assurés, leurs conditions de garantie. Je pense que, comme l'a dit M. Ventadour tout à l'heure, il faut reprendre le dialogue qui existait auparavant dans les compagnies d'assurance entre les assurés, les compagnies d'assurance et les intermédiaires. Ces rôles-là, aujourd'hui, n'existent plus. Il faut recréer cette dynamique de dialogue. Et moi, j'engage en tout cas le MEDEF à monter une commission assurance. En plus, assurance, ça commence par un A, c'est la première lettre alphabétique.
d'avoir cette première commission assurance. Voilà. Merci beaucoup sur les bons conseils de Xavier Daly pour nos entreprises. On va poursuivre, c'est de toute urgence. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous propose qu'on se prenne une petite pause d'une dizaine de minutes, bien méritée, et on va revenir ensemble évoquer la deuxième table ronde avec la relance du tourisme et les enjeux du tourisme pour l'année 2025. On vous attend très nombreux dans quelques instants.